l'expliquait parfaitement, parce que nous en avons parlé ensemble. Oui, tout à fait. Et je pense que, par exemple, pour être un vrai artiste, la part de féminité doit être quand même assez importante, parce que c'est la sensibilité. Et la sensibilité, c'est ce qui fait que vous captez des choses et que vous ressentez les choses de manière intuitive. Ça c'est l'intuition, ça. Hein? Donc, je pense que quand vous dégagez quelque chose aussi, vous savez, quand votre personne, quand vous parlez, quand vous dégagez quelque chose de fort, c'est une part de féminité. Et effectivement, quand on a été jeune et élevé au milieu de femmes, on est forcément baigné de cet aspect des choses. C'est indéniable. Le retour de mon père fut pour nous aussi inattendu qu'inexpliqué. Depuis les années 60, il vivait à Paris avec son autre famille et ses enfants, Francis et Joël, dont nous ne connaissions pas encore l'existence. Pourquoi est-il revenu en les laissant en bas âge avec leur mère? Nous ne le sûmes jamais, car il y a toujours eu un voile de pudeur dans nos relations avec mon père. C'est ainsi pour tous les jeunes de notre pays qui nous empêchaient, malgré notre ardent désir, de l'interroger sur sa vie. Oui. À quel moment donc le mystère de cette double vie a été percé à jour, et à quel moment ces deux familles se sont-elles au moins partiellement rencontrées? Alors, en ce qui concerne ce moment charnière du retour du père en Algérie, il y a eu, quand j'étais enfant, des choses qui ont été dites. Il y a eu quelque part aussi, semble-t-il, à quel niveau ça a été vrai, vérifiable ou pas, le fait que mon père c'était un vrai villageois et une vraie personne attachée à son village. Je ne sais pas si vous vous êtes renseigné, mais par exemple notre père était quelqu'un considéré comme sage dans son village. C'est-à-dire que quand il est reparti, quand on était à la retraite, avant qu'il décède, il y a la fameuse place du village où les anciens discutent. Il était considéré comme quelqu'un d'éclairé, d'intelligent, et à qui on pouvait poser des questions et aller rechercher des réponses. Donc c'était une personne très intelligente. Donc il est parti en 72, je pense, une des raisons aussi, c'est qu'il appartient à un village. Cette notion de communauté de village, pour vous, elle a été déterminante aussi dans son choix. Je vous retourne la question, oui, parce que j'ai moins de connaissances que vous sur... mais intuitivement, je pense que l'homme est un individu, mais appartient à une communauté. Sur ça, nous sommes parfaitement d'accord. À plus forte raison pour les gens de sa génération. Voilà. Et le sentiment d'appartenance à une communauté, à un village, est inséparable. Je pense que ça s'est conjugué à deux phénomènes. Oui. Au phénomène qu'il a eu cet appel du village. Je pense que certaines personnes lui ont dit aussi qu'il avait sa famille là-bas, il avait ses enfants, qu'il avait une responsabilité à leur égard, hein, ce qui est exact. Hein. Et le fait aussi que l'Algérie était devenue une Algérie indépendante, que finalement il restait un Algérien, que sa place était plus dans son village que dans la France. Il n'était pas français, hein, qui se considérait comme algérien. Donc je pense qu'un certain nombre de choses ont cheminé chez lui qui ont fait qu'il a fait à un moment donné un choix. J'espère. Il a fait un choix, il a fait le choix de dire je retourne vivre en Algérie. Voilà. Donc c'était de manière indirecte pour répondre à Malika. Je pense que ce choix, il l'a fait avec difficulté aussi, parce que ce soit un choix dans un sens ou dans un autre, moi, je ne suis pas pour régler des comptes avec nos parents. Je ne sais pas si vous avez des parents aussi. On peut toujours régler des comptes avec des parents. On a forcément fait quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que c'est plus dans la compréhension de leur parcours, de leur vécu, ce qui d'ailleurs rend plus acceptable ce qui s'est passé, que l'on peut comprendre pourquoi les choses se sont passées. C'est-à-dire pourquoi, effectivement, cet homme a été déchiré entre deux familles, et à un moment donné, il a fait un choix qui a été dur pour lui aussi. Je pense qu'il n'a pas vécu dans la sérénité des choix qu'il a fait, mais il a fait un choix. Évidemment. Et à partir de là, effectivement, ça remarque, en ce qui me concerne, en tous les cas, la rupture
avec le père et l'absence du père à partir de l'année 1972. Et votre deuxième question, c'était... Alors, j'espère ne pas... Comment c'est connu? Alors, avant d'arriver à cela, parce que ce que vous me dites me donne quand même l'idée d'une autre question, j'espère ne pas trop entrer dans votre intimité, mais je vous la pose, donc ne soyez surtout pas gêné de me dire que vous ne souhaitez pas répondre. Votre mère, donc, est-ce que vous savez s'il a pu parler de sa situation là-bas à votre mère, la manière dont elle a pu l'accepter, et puis comment elle a pu réagir après le... Je pense que notre père était ambivalent, c'est-à-dire qu'il a eu un discours à géométrie variable, certainement, hein, dans les deux femmes de sa vie. Hein. Donc il a dû tenir des propos, j'en suis pas le témoin direct, mais il a dû tenir des propos à notre mère comme il en a tenu à la mère de Lounès et Malika. Et à partir de là, à un moment donné, il a fait un choix dans un sens, puis après il a fait un choix dans un autre. Donc, clairement, vous savez, les gens, les pères en tous les cas, qui se retrouvent dans des positions-là, ont quand même comme responsabilité, quelque part, les dommages que ça peut causer aux enfants, sans compter les dommages que ça peut causer à leur propre conjoint. C'est-à-dire avec la vie difficile de la mère de Lounès et Malika, hein, comme elle a été difficile la vie de ma mère ici en France. Donc voilà, bon, c'est des constats ça. Après, il faut arriver à surmonter les passages difficiles de l'existence. Est-ce que vous, là, une question générale, est-ce que vous accablez par exemple la société kabyle qui crée par son organisation, les obligations auxquelles elle astreint les Kabyles, est-ce que vous accablez un peu la société kabyle pour le départ du père, voilà, comme la rendant responsable du départ de mon père. C'est-à-dire une organisation sociale qui contraint en fait à des sacrifices très durs comme celui de votre père, double sacrifice. Non, parce que finalement, si je suis comme je suis maintenant, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Et moi qui, avec le recul, je trouve que les choses qu'on croit difficiles peuvent vous enrichir. Ce qui est difficile, c'est de rester sur des choses négatives. Mais quand vous vivez des choses difficiles et que vous avez suffisamment de recul pour le comprendre et vivre les choses, c'est juste une facette de votre personnalité. Quant à en vouloir à des gens qui sont dans une communauté, qui ont leurs propres règles de fonctionnement, qui ont leur logique, pas du tout. Simplement, ça marque une chose finalement, le comportement de mon père. C'est que quelle est la place de notre libre arbitre dans notre vie? Voilà, c'est ça. Mais c'est valable dans toute communauté, dans toute collectivité humaine. Quelle est la part de la liberté individuelle sur la pression sociale? Voilà. Donc, il n'y a pas de... Non, moi... voilà, je suis... Vous n'en voulez pas à la société kabyle de ce qui s'est passé? C'est réciproque aussi. Je pourrais dire, par exemple, à Malika et à Lounès, est-ce que vous en voulez à la société française qui, quelque part, a pris votre père aussi? Parce que pour Lounès, on a 10 ans d'écart. Il est donc 10 ans avant moi. Donc c'est lui qui a subi le premier traumatisme de la séparation de son père. Hein. On est tous le fruit de parents avec leurs qualités et leurs défauts. Et vous savez, il y a des parents qui vivent ensemble, mais des fois on se demande s'ils n'auraient pas dû... hein, parce qu'il y en a qui ont leurs parents pendant 10 ans, mais ça fait des dommages collatéraux, des fois aussi importants que des parents absents. Donc finalement, non. Et la preuve, regardez, Lounès, la preuve que ça fait des choses quand même exceptionnelles. Lounès, c'est un être exceptionnel. Il est unique, oui. D'accord, oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais il est exceptionnel parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu. Si Lounès, il avait vécu avec son père, il n'aurait jamais été Lounès. C'est certain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, donc, bien sûr. Ce qui nous façonne, ce qui fait nos personnalités, c'est ce qu'on a vécu. C'est l'ensemble des expériences. Exactement. Cumulées. Et les gens qui admirent Lounès, ils doivent comprendre que, quelque part, son parcours, effectivement, en tant qu'enfant, en tant que jeune, c'est ce qu'il a construit et ce qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu.
Bien qu'il ait émis des regrets devant moi en parlant comme ça avec lui sur certains événements de sa vie. C'est-à-dire, il pense, oui, il serait parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, néanmoins, il pense qu'il y a des épreuves dans sa vie qu'il aurait pu éviter. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas enrichi selon le principe que vous émettez. Parce qu'il est une personne qui fonçait, qui était à fleur de peau, et qui des fois réagissait par ses tripes plus que par son esprit sur certaines choses. Hein. Alors, Lounès, vous l'avez rencontré pour la première fois lorsque vous vous êtes rendu en vacances Oui. en Kabylie Oui. en 1976, Oui, 75-76. Oui, quelque chose comme ça, oui. C'est un voyage très important pour moi parce que bon, c'est la première fois que j'allais chez mon père en Algérie. Comment le voyage s'est-il organisé? Ça s'est organisé de manière à ce qu'on passe 2 mois entiers là-bas. Votre mère était d'accord? La mère a été forcément d'accord puisqu'il fallait une sortie de territoire pour aller en Algérie. Donc on a eu avec ma sœur Joël cette sortie de territoire et nous sommes allés donc pendant 2 mois chez notre père. Donc ça a été la rencontre des 2 familles. Je pense que ça a été vraiment quelque chose quand même d'exceptionnel à vivre à l'échelle d'un enfant qui se retrouve chez le père avec la famille de ce père. Donc c'est la prise de conscience en tant qu'enfant de cette double vie, du fait qu'il y a une vie là-bas, avec la mère de Lounès et Malika qui a été gentille, qui nous a accueillis comme il faut. Ma sœur a eu plus de mal parce qu'elle était plus grande, donc ça reste pour elle, comme pour certainement Malika quelque part, la mère avec qui le père est reparti, un peu plus compliqué peut-être pour ma sœur parce qu'elle était plus âgée. Et c'est la découverte aussi de Lounès. Ça a été une découverte incroyable parce que pour lui, d'avoir un petit frère, c'était quelque chose de très très important. Il écrivait, c'est ma sœur Malika qui me l'a dit, il me l'a dit aussi lui, il écrivait des petits mots en disant qu'il a un frère, etc. dans son cahier d'école. Hein. Et donc là, quand moi j'arrive à cet âge-là, il est jeune homme, il a 17-18 ans, et c'est un écorché vif. C'est un écorché vif. Vous dites, vous êtes arrivé là-bas, je crois, au moment où il se préparait, lui, à aller au service militaire. Je pense qu'il est parti peu de temps après. Peu de temps après, je ne me souviens plus des dates exactement. Et vous dites qu'il a eu un attachement très très intense pour vous, moi, immédiatement. Tout de suite. Il m'a amené partout. Il me faisait faire de la mule, on faisait des tours de mule. Je me souviens d'une anecdote comme ça dans le village de notre père, Taourit Moussa. Donc il y avait une mule un peu récalcitrante et Lounès m'a dit viens, je vais t'emmener faire un tour dans les chemins du village et on monte tous les deux sur cette mule là et on part dans la montagne comme ça et d'un seul coup la mule se met à s'emballer et monte sur le versant de la montagne comme ça et redescend prêt à tomber dans le précipice et c'est Lounès qui maîtrise la mule, il tapait sur la mule pour qu'elle se calme et je me souviens, il a arrêté la mule au bord du précipice du village. Donc il m'avait amené au village et on avait fait des choses, il m'avait amené sur la plage avec ses amis, on avait fait plein de choses ensemble et là où j'ai vu qu'il était à fleur de peau, c'est que j'ai une de mes sœurs, de mes demi-sœurs, qui est venue nous rejoindre. Alors moi j'étais content parce que ça faisait 1 mois et demi que j'étais en Algérie, je vois ma sœur, une de mes sœurs qui arrive et qui avait un copain à l'époque, un Kabyle, donc, avec qui j'étais déjà très proche en France. C'est un Kabyle, il faisait du judo, tout, il m'a amené au judo en France, quoi. Et là ils arrivent tous les deux. Et là je les vois, je suis super content, quoi. À la fois de voir ma sœur et de voir de l'ami de ma sœur. Et alors Lounès, il est rentré dans une jalousie. Comment tu peux aimer ce gars-là qui est le copain de ta soeur et moi ton frère? Et moi ton frère? Et là, il s'est mis en colère. Et moi, j'avais 8 ans. J'ai découvert la colère de Lounès en disant oui, tu le préfères à moi, je suis ton frère, etc. Mais
C'était incroyable. Et puis quand il se mettait en colère, il pouvait rentrer dans des colères. Et puis il était tout le temps à se prendre le bec avec le père. Tout le temps. Car vous avez assisté en fait Ah à... oui, tout le temps. C'était une confrontation. Il provoquait le père. Et donc... Mais quelque part, un jeune de son âge, quand on ramène à son histoire personnelle de la relation avec le père, que faire d'autre que provoquer le père? Que faire d'autre que provoquer le père? Durant ce mois et demi, vous le voyez déjà en activité artistique avec sa mandoline? Un peu, parce qu'il y a eu un mariage, qui a été célébré. Et je ne sais plus pourquoi. Il faudra demander à Malika, elle a peut-être meilleur souvenir que moi. Je pense que notre famille devait être impliquée dans ce mariage, puisque le mariage a eu lieu dans la maison de notre père. Et il y a eu de la guitare et tout ça. Il y avait Lounès qui jouait déjà de la guitare à ce niveau-là, y compris quand on allait sur la plage. Mais moi, si vous voulez, son côté artistique m'est passé un peu au-dessus de la tête. C'est plus les relations. Ce qui vous a frappé, c'est plutôt ce lien avec ce frère qui s'est attaché avec une telle intensité à vous. Ah oui. C'est fou de se dire que vous le voyez si peu dans la vie. Mais qu'il y a un truc qui fait que... Et lui, quelque part, je pense souvent à la chanson « Toi, le frère que je n'ai jamais eu ». Il est venu, le chanteur, à l'inauguration de Saint-Rue. Et quelque part, c'est ça. C'est finalement, quelque part, on rêve un frère qu'on n'a jamais eu, quoi. Ouais. Surtout qu'il vivait qu'avec des femmes. Moi, je vivais qu'avec des femmes. Finalement, il incarnait le grand frère que j'ai jamais eu, comme moi j'incarnais son petit frère qu'il n'avait jamais eu. Et donc l'imaginaire va développer des choses au point que même quand vous vous croisez dans l'existence, parce que on peut pas dire qu'on a vécu ensemble, c'est pas vrai. J'ai pas vécu avec mon frère. Hein. On s'est croisés dans la vie, on s'est beaucoup plus vus quand j'étais adulte, parce que comme vous l'avez dit, j'ai été aussi son avocat sur un certain nombre de dossiers qui l'ont concerné. Mais ça, il y a une fraternité certaine, comme quoi, et puis ce rapport au père difficile, commun. Je veux dire, ça c'est la base de tout, quoi. Votre père revenait ensuite en France? De temps en temps. De temps en temps. Il revenait pour les vacances. Il est revenu beaucoup quand j'étais enfant. À chaque fois, c'était un déchirement, d'ailleurs. C'était des scènes horribles de départ. On était obligé de m'enfermer. Tellement je pleurais, quoi, qu'ils repartent. Et donc ça, c'est des scènes qui vous marquent, qui marquent votre entourage, parce que ma famille, c'était difficile aussi. Donc ça a été des allers-retours un peu difficiles, quoi, hein. Donc, Lounès vient s'installer en France dans l'espoir de réussir dans la chanson à partir de 78. Il cherche à vous rencontrer, à vous retrouver à ce moment-là on se croise. Donc vous êtes à quel endroit en 78, 79, soit Noisy-le-Sec dans le 93. C'est ça. Lounès donc s'installe plutôt dans le... Donc il s'installe d'abord à Annemasse, à Moissac, hein, dans le sud. Il vient à Paris. Et là, vous vous retrouvez quand même. Il vient vous chercher chez vous? On se croise de temps en temps. Il vient. Je vous ai dit, quand il préparait certains concerts, il est arrivé qu'il stocke son matériel chez ma mère. Donc il entretenait de bonnes relations avec votre mère? Oui, ils ont toujours eu des relations courtoises. Mais Lounès, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Très, très gentil. Donc, c'est vrai, il est profondément gentil. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu des choses difficiles avec le père. Mais bon, même avec notre père, il n'a pas... Je pense qu'en vieillissant, la sagesse aidant, il a assoupli un peu ses relations avec le père. Il a été un peu plus gentil avec lui. Il lui a dédié un de ses plus beaux textes, dans l'avant-dernier album, dans tous les miens. Donc c'était après le décès de votre père. Il a écrit un très très beau texte.
Alors, vous êtes allé voir Lounès, parce qu'il faut dire que les gens, pareil, ne savent pas forcément, mais Lounès a tenu un café pendant quelques mois. Oui, j'ai Donc visité. à Aubervilliers, Ouais. je crois que c'était en 79-80 Ouais, je suis allé peut-être. avec mon père faire un tour dans ce café qui fut éphémère. Hein. C'est ça, Mais parce que- bon, Lounès n'était pas un homme d'affaires. Ah Non. oui. Et surtout pas un cafetier, Ouais. parce que d'après ce qu'on m'a expliqué, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y avait beaucoup de ses copains qui venaient boire, donc il n'osait pas les faire payer. Lui-même avait des activités nocturnes, il jouait, il fumait, il buvait très tard dans la nuit, donc ce qui fait qu'il se Un réveillait peu incompatible. très tard dans la journée. Oui. Et je crois qu'il a fait faillite au bout de quelques Oui, semaines, oui, ça n'a quelques pas mois. tenu, ça n'a pas tenu. Mais donc, parce que ce qui m'intéresse là, c'est que vous l'avez quand même un peu vu dans ces moments-là. voilà, dans les différentes Dans les- phases, voilà. à la fois de l'ascension, les moments d'hésitation Ouais. de Lounès. Il a réussi très rapidement. Il a cherché comme beaucoup de Kabyles. En réalité, il a lui-même Ouais. suivi le Oui, parcours d'un chemin, Kabyle type, le le chemin, chemin, en le achetant, chemin. en achetant un café, ou en gérant un café, comme Comme l'on ça, fait. et comme ça se fait encore. Comme J'ai ça des se fait, voilà. clients, moi, j'ai des clients qui exploitent encore ce type d'activité chez les Kabyles. C'est quelque chose qui était très présent. Il y a eu des grands patrons de brasseries parisiennes. Mais Lounès, le business et Lounès, c'était pas, ça allait pas quoi. Et vous avez donc, durant ces années 80, il y a eu une ascension chez Lounès, il a commencé véritablement à devenir connu, puis même à devenir un symbole. Est-ce que de loin vous suiviez un petit peu ce parcours, ou Oui. la vie Oui, mais un peu différente que vous aviez Finalement, maintenant qu'on est plus âgé, maintenant que ça fait 16 ans que Lounès est décédé, les histoires familiales sont intéressantes. Je vous le disais, ça aurait été bien longtemps avant, je n'aurais pas trouvé d'intérêt à notre discussion. C'est-à-dire s'il y a la famille d'un côté et puis la vie publique de l'autre. Là, ça a un intérêt parce que c'est historique aussi par rapport à son personnage public Bien qu'il sûr. représente pour vous. Bien sûr. Hein. Donc, mais à cette époque, dans le début de sa carrière, ça restait très cloisonné. Par exemple, moi, mes proches savaient que mon père était kabyle, mais personne savait que mon frère c'était Matou Blounès. C'est-à-dire personne. Hein. Je vous ai même dit que j'ai joué au football à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec qui avait été repris en main par les frères Sanjak, Jamel au début. Moi je jouais dans l'équipe junior de Noisy-le-Sec. Je suis, après le service militaire, passé dans l'équipe senior. C'était Jamel Sanjak qui s'en occupait. Mais Il n'a jamais su que vous étiez su. le frère de Il n'a Matou. jamais su. Il n'a jamais su. Je lui ai jamais dit. Je suis pas allé le voir. Je lui ai dit, tu sais, je suis le frère de Matou Blounès. Donc c'était. Pardonnez-moi, sans même. Là, ça m'intrigue en réalité. Oui. Parce que sans même dire je suis le frère de Lounès Matou. Oui. Très bien. Mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit simplement je suis moi aussi Parce qu'il ne me l'a kabyle? pas demandé. Vous ne cherchez pas on va dire Non, parce de que sympathie si, à partir de si cette. je vais le voir, si je vais le voir en lui disant, en fait, Jamel, je te rappelle quand même que je suis un demi-kabyle, d'accord? Ça veut dire quoi? Je vais le voir pour lui dire, Jamel, comme je suis un demi-kabyle, c'est bien que je joue comme titulaire, D'accord. hein? D'accord? Donc, le foot, c'est le foot, d'accord? Non, mais Donc, en ayant des discussions non, à mais côté. si j'avais bon, été proche de lui, tous mes proches, j'en ai eu à Noisy-le-Sec des amis, y compris des berbères, ils savaient que j'étais, que mon père était kabyle. D'ailleurs, on a vécu dans la cité avec mon père. J'ai vécu dans une cité en Seine-Saint-Denis pendant toute ma jeunesse, quoi. J'ai fait mes études dans un lycée de banlieue. Donc, mes proches savaient. Ouais, c'est comme vous, par exemple. Lounès, ses proches, ils savaient que j'existais. Ses amis. Il le disait à tout le monde. À tous ses amis. Ils savaient que j'existais. Mais ça, c'était des amis. Quand il rencontrait quelqu'un dans son milieu professionnel, il n'a pas lui dire, ah, au fait, je te raconte que... non. Mais ça, non. Donc, il y avait vraiment un cloisonnement entre la vie comment dire, familiale, privée, et la vie publique. Donc moi, ma connaissance de Lounès, elle se situe pendant toute mon enfance, et y compris dans ses débuts, sur le terrain de la vie familiale.
Et après, un peu plus sur le terrain de la vie professionnelle, puisque il est venu me voir, j'étais jeune avocat, il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux t'occuper de dossiers pour moi, parce que j'ai quelques difficultés, même professionnelles, par rapport à des choses qu'il faisait. Et à ce moment-là, j'étais plus en contact avec sa vie professionnelle. Est-ce que c'était une manière de se rapprocher de vous que de vous solliciter pour ses affaires professionnelles? Bah, je pense, parce qu'il y a la confiance aussi. Pourtant, moi, quand il m'a confié des gros dossiers pour lui, des dossiers qui étaient très importants pour lui, il y avait des gens dans son entourage qui disaient, mais attends, pourquoi tu le prends comme avocat? Il est tout jeune. C'est une affaire sérieuse. Prends un avocat connu. Il leur avait répondu, mais moi, c'est mon frère. C'est un très bon avocat. C'est lui qui va me défendre. Oui, moi je pense que c'était vraiment une manière aussi de renforcer des liens avec vous, c'est d'avoir quelque chose qui vous unissait, le fait de s'occuper d'une affaire par exemple, c'était une manière d'être proche, d'avoir une activité ensemble pendant une période de temps. Et je pense aussi, parce que je l'ai entendu parler de vous dans 96-97 je crois, c'était la première fois que j'entendais parler de vous, et il parlait de vous pour, comment dire, en termes élogieux, hein, en parlant de vous, je pense pour lui c'était une fierté de dire qu'il avait un frère qui était avocat. Comme vous le savez, il a quitté l'école assez tôt et puis à chaque fois il a eu des difficultés au lycée, au collège, etc. Et je pense que c'était important aussi pour lui de voir que quelqu'un de sa famille, à plus forte raison son frère, avait réussi. Parce qu'il s'intéressait beaucoup à ça. Hein. Les diplômes, etc. Comme il a subi un peu le mépris de beaucoup d'intellectuels kabyles, du milieu universitaire, je crois que c'était important pour lui aussi d'avoir un frère. Et une sœur. Et une sœur, oui. Malika, qui a fait des grandes études et qui a eu des diplômes universitaires, qui aurait dû normalement, si le destin n'en avait pas voulu autrement, devenir avocate aussi. Oui, elle a commencé aussi, elle a fait des études de droit. Et elle, dans son livre, évidemment, donc Matou Lounès, mon frère, paru sauf erreur de ma part en 99, elle explique que Lounès, évidemment, l'incitait énormément à faire des études. Et je crois que c'était peut-être pour lui, je crois, une forme de revanche par rapport à... Bon, c'est de sa faute, d'une certaine manière, s'il n'est pas allé à l'école, hein, mais c'était une revanche indirecte sur les gens qui le méprisaient par rapport à la carence scolaire, pas du tout à la carence culturelle, parce que Lounès, je précise, lisait énormément. Ceux qui ont pu le faire, parce que c'est pas tout le monde, ceux qui ont pu le faire, ça vient d'une méconnaissance quand même. Par rapport à Lounès? Par rapport à la vie même. C'est-à-dire que quand vous prenez des gens qui ont la sensibilité et le parcours de Lounès, ils ne peuvent pas fonctionner dans un cadre scolaire. Je veux dire, ils ont une intelligence différente. Leur intelligence, elle ne peut pas... L'institution, ça représente quoi pour un jeune? L'institution, que ça soit scolaire, universitaire, tout ce que vous voulez, c'est le père. Ouais, il représente le père. Quand vous avez des problèmes, comme Lounès avait avec son père, comment voulez-vous réussir dans le cadre de l'institution scolaire? Lounès était un garçon très intelligent, intuitif, mais il ne pouvait pas réussir à l'école. D'ailleurs, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, elle a très bien réussi. Elle a très bien réussi. Mais c'est pour vous dire que c'était impossible qu'il réussisse à l'école. Non, parce que dans la perception commune, ne pas réussir à l'école signifie inculte. Et ce n'était pas du tout le cas de Lounès, qui était très curieux. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est une erreur. C'est ça. C'est que Lounès était quelqu'un de très très curieux. Non seulement il lisait Black Rock, la BD, c'était le héros de son enfance, mais il a lu également, nous en avons parlé plusieurs fois, il a lu à peu près tout ce qui s'écrivait sur l'Algérie, aussi bien l'histoire que les œuvres de fiction. Tout mais je vais vous dire, donc c'est pour l'intelligence, préciser que c'est pas une liste encyclopédique de tout ce qu'on a lu. Non, c'est-à-dire que lui. Je parle de curiosité et d'intérêt pour la culture en général. L'intelligence, parce que effectivement dans la société, je vois d'après ce que vous me dites que dans la société kabyle c'est la même chose. Hein, en Algérie c'est pareil. On jauge l'intelligence au nombre de diplômes qu'on a. Sauf que c'est pas du tout vrai. Non, absolument pas. C'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, la preuve, Lounès, je veux dire. Simplement, il y a des gens qui ont la faculté de se glisser dans un système scolaire, qui vont d'ailleurs peut-être même réussir de très brillants diplômes, mais qui ne sont pas intelligents.
D'accord? Donc ça, il faut couper le court à ce genre de propos. Et d'ailleurs, des jeunes écorchés vifs comme Lounès, comment voulez-vous qu'ils réussissent à l'école? C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux dans le monde qui nous environne. Quand vous avez des difficultés de cet ordre-là, vous ne pouvez pas réussir d'un point de vue scolaire. Et lui, il a réussi autrement. Comme quoi, quand vous avez l'intelligence, quand vous avez la force, vous réussissez. Et il n'y a pas un parcours. Donc, ça, mais c'est vrai que le système fait que on vous regarde de haut parce que vous n'auriez pas de diplôme, parce que vous n'auriez pas ceci ou pas cela. Mais la lecture était tout de même, hein, j'insiste sur oui. cela, si vous me le permettez. En parlant avec lui, par exemple, il m'a dit qu'il avait regretté de ne... Pour lui, il avait perdu une dizaine d'années par l'attitude qu'il avait quand il était adolescent. Il pense qu'en termes de niveau artistique, il aurait pu gagner du temps s'il avait travaillé davantage, Oui. s'il avait lu davantage. Cela est lié à la profondeur progressive de sa production. Mais évidemment, s'il n'avait pas vécu ce qu'il avait vécu, il ne serait pas Et le s'il Lounès avait Matoub. et s'il avait lu les livres à l'époque où il n'aurait pas fallu les lire, vous savez, les personnalités, elles se forment en raison d'éléments extérieurs aussi qui viennent les façonner. Et le fait qu'on ait un regret, par exemple, de ne pas avoir lu des ouvrages. Et je crois qu'il y a des choses qu'on lit et qu'on comprend en fonction de la maturité qui nous habite au moment où on intervient sur ces ouvrages. Oui, c'est lié aussi au travail artistique en général. Hein, voilà. Et donc, oui. il s'enrichissait. Lounès, ce qu'il y a, c'est qu'il s'enrichissait. Après, ce côté artistique a fait qu'il était capable de s'enrichir de tout ce qu'il allait lire. Et ça apportait à son œuvre. Mais ça, c'est parce qu'il a eu le parcours d'avant qu'il a été capable de faire ça. Bien sûr. Et même, même le regret est aussi déterminé par la richesse qu'il a acquise. C'est la richesse qui lui permet de regretter, en réalité, virtuellement, une chose qu'il, finalement, il a bien fait de ne pas vivre au moment où il l'a vécu. Est-ce qu'ensuite, donc arrive 88, lorsqu'il est mitraillé par le gendarme, qui le traite de fils de chienne, en le déposant à l'hôpital de Tizi Ouzou. Donc à ce moment-là, Lounès, on parle de lui dans les journaux en France. C'est pratiquement le moment où, pour la première fois, son nom est cité dans les journaux en Algérie. À ce moment-là, vous étiez un peu proche de lui ou Moi, le souvenir que j'ai de ce moment-là, c'est que, en fait, il a été à un moment donné rapatrié, je crois, en France pour un suivi médical parce qu'il avait commencé, je crois, à être opéré en Algérie, puis il est revenu à l'hôpital, c'est à l'ôpital Beaujon, je crois que c'est Beaujon, c'est ça. D'accord. À Clichy, hein, si je me souviens bien, c'est ça. Oui, porte de Clichy, porte de Saint-Ouen, porte de Clichy. Et c'est là que je lui ai rendu visite, effectivement, quand il était hospitalisé là-bas. Mais bon, à l'époque, j'ai pu refaire le circuit avec son histoire. Il était très impliqué dans la lutte du mouvement culturel berbère. Et en fait, il était plus impliqué dans tout ça et finalement, on n'a pas eu beaucoup de contacts dans la période qui a suivi ces opérations. Est-ce que vous compreniez même de loin, parce que ça me fascine, est-ce que vous compreniez même de loin quelle figure il était en train d'acquérir au sein de son peuple? C'est-à-dire cette figure exemplaire, cette figure de symbole de la résistance, de la culture amazigh. Est-ce que vous avez compris cela ou c'est quelque chose qui est venu bien plus tard? Non, moi je l'ai compris effectivement dès ces périodes-là. Et encore une fois, en interne, cette notion-là était déjà présente. C'est-à-dire, quand je dis en interne, c'est dans le milieu familial. Vous comprenez que c'était quelqu'un d'important? Oui. Et puis, et l'importance du combat aussi. Parce que avant de devenir une personne importante, c'était son combat qui était important. C'est-à-dire... c'est l'importance du combat qui a conféré à Lounès aussi cette importance. Ah oui. S'il est devenu aussi important, c'est parce que le combat était... C'est parce que le combat est très important pour tout un peuple. C'est-à-dire, quand je vous disais l'importance du père sur ce message-là aussi, c'est qu'effectivement, c'est présent dans la culture familiale, paternelle aussi, ce combat pour ça. C'est-à-dire, c'est une injustice
il y a un truc qui est commun, c'est de ne pas supporter l'injustice, à tel point qu'on peut se porter à soi du discrédit. Parce que quand vous vivez l'injustice, des fois vous pouvez avoir une réaction qui vous discrédite. Parce que vous perdez vos moyens, vous allez vous mettre dans une colère telle que vous perdez vos moyens. Et ça, c'est quelque chose de fort qui est véhiculé par le père, ce sentiment d'injustice. Et que ce soit pour mon père ou pour Lounès, le fait qu'on ne puisse pas parler sa langue, écrire sa langue, qu'on vienne vous interdire de la parler, c'est une injustice insupportable. Donc c'est ça, et c'est son combat. Et il vit ce combat-là, et c'est pour ça qu'après, il va réussir, parce que ce combat, il est collectif, parce qu'il est ressenti viscéralement, pas que par ce qui était mon père et mon frère, il est ressenti viscéralement par tout un peuple, et au-delà d'un peuple. Il ne faut pas oublier, la culture berbère, elle est présente dans d'autres pays que l'Algérie. Donc c'est toute une population qui se sent privée et se sent pas respectée, qui sent une injustice. Est-ce que votre père, vous avez eu l'occasion donc on va dire dans les dernières années, dans les années 90, vous avez eu l'occasion de parler de Lounès avec lui ou pas? Parce que j'aimerais savoir quel est le point de vue de votre père sur Lounès. C'était comme Lounès, c'est-à-dire de l'admiration. Ah, il vous l'a dit explicitement ou c'est quelque chose que vous compreniez en sous-entendu? C'est de l'admiration. Le père admire le fils. Le père admire le fils, mais leur relation est impossible. Donc, je t'aime, moi non plus. Comme on dit, je t'aime, moi non plus. Donc en même temps, c'est une souffrance. C'est une souffrance parce que il aurait voulu donner au fils l'affection qu'il ne lui a pas donnée, et en même temps, leur relation était tellement tendue qu'ils n'arrivaient pas à se la donner. Et en même temps, Lounès a toujours admiré quelque part son père, parce que c'était un être, comme on disait, vous parliez d'école. Notre père, il n'a pas fait d'études, mais c'était une personne extrêmement intelligente, un renard. Si vous parlez aux gens qui l'ont connu, c'était quelqu'un d'extraordinairement intelligent, mais il n'a pas fait d'études. Comme quoi, vous voyez, pareil. Hein? Donc là, le père était admiratif du parcours de son fils. Oui, et puis il avait les théories. Comme il savait qu'il avait quand même raté un petit peu quelques trucs, quand même, le père, il avait un petit peu raté quand même certaines choses. On peut objectivement le dire, sans le critiquer méchamment. Hein. Et il avait donc ce truc, cette fierté de dire que ses enfants avaient réussi. Tous ses enfants avaient réussi. C'est-à-dire que Lounès, c'était un très grand chanteur. Malika avait fait des super bonnes études. C'était une juriste de qualité. Ma sœur Joëlle était chef d'entreprise, avait monté son entreprise, était donc une chef d'entreprise qui avait réussi. Et moi, j'étais avocat, j'avais réussi. Donc en fait, tous ses enfants ont réussi. Voilà. C'était le bilan global qu'il faisait, et donc vis-à-vis de Lounès, il était bien sûr très, très fier de sa réussite et en même temps inquiet. Inquiet parce que inquiet pour sa sécurité. Inquiet parce que il avait, je ne sais pas si dans votre famille c'est pareil, mais les anciens, ils avaient ce truc qui est de dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Bien sûr, tous les parents sont comme ça. Voilà. Je pense qu'il aurait préféré que son fils soit heureux, mais qu'il ne mette pas sa vie en danger. Et donc, c'est légitime. Il était quelque part inquiet parce que il le connaît, il connaît sa fougue, son énergie, il est prêt à tout. Donc quelque part, il sait que c'est dangereux. Donc, c'était pas. Le père n'était pas comme ça. Il véhiculait un message que je vous ai indiqué. Mais en même temps, il
il fallait faire attention à cela, Bien sûr. voilà. Hein. Des fois, il disait souvent, il faut faire l'âne pour avoir du son. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux passer pour un peu abruti pour arriver à ce qu'on veut. Donc c'était quelqu'un qui était plutôt rusé, qui faisait plutôt des choses, n'était pas aussi fonceur que Lounès, quoi. Lounès, c'était une explosion. Et là, le père était un peu inquiet, effectivement, de ça, quoi. Je pense, j'ai ressenti ça en tous les cas. Pendant que vous parlez, je me souviens d'une anecdote racontée par Lounès dans une émission de radio en 84. Et il semble qu'il y avait aussi de la complicité entre les deux. Il plaisantait sur le ramadan. Et donc il explique qu'il ne fait pas le ramadan, etc. Et qu'avec son père, ils se sont compris tous les deux. Donc il explique que sa mère, comme toutes les femmes qui habitent, le faisaient, mais que son père et lui se sont alliés pour éviter de faire le ramadan. Donc je me dis, il devait y avoir aussi, selon les phases de leur vie, donc ces moments où ils pouvaient avoir une véritable complicité presque amicale en réalité. Parce que ce type de rapport en Kabylie entre un père et son fils, ce type de rapport est rare. Mais c'est un point commun, point commun qu'ils ont ensemble, qui est assez fort. C'est la laïcité. Pourquoi? Parce qu'ils revendiquent la liberté. Tout est relatif, comme je vous ai dit, le poids du monde dans lequel on vit, ou notre. Mais les deux se revendiquent comme des hommes libres. Mais quand on vous dit libre, moi je ressens ça aussi. C'est-à-dire que je suis un homme libre. Il n'y a pas un tel qui va me dire tu vas faire ci, il n'y a pas un tel qui va te dire tu vas faire ça. Si la personne m'explique que ça c'est bien de le faire, et que c'est justifié, et que c'est intelligent de le faire, je veux bien le faire. Mais si un tel me dit tu fais ça, parce que je te dis de faire ça, je ne veux pas le faire. Je suis un homme libre. Voilà. Et Lounès, c'était quelqu'un de libre. Et notre père, il était libre. Et effectivement, dans une société comme la société algérienne, où la religion a un certain poids, revendiquer que vous n'êtes pas croyant, c'est exprimer votre liberté individuelle face à la collectivité. C'est dire, moi, je suis un être libre. Donc quand il dit, moi, je ne suis pas musulman, moi. Je peux quand même, j'ai le droit, en tant qu'être individuel, un individu, j'ai le droit de dire je ne suis pas musulman. Et de vivre, ajoute-t-il. J'ai le droit de vivre. Et de vivre. Et le musulman, le vrai, il va me donner de l'amour, il va me dire tu as le droit, effectivement. Tu peux vivre comme tu veux. Du moment que tu es un être qui est gentil autour de toi, qui apporte des bonnes choses, pourquoi tu ne vivrais pas comme tu veux? Donc c'est ça. Il revendique la liberté individuelle. Et c'est ce sentiment, mais c'est un tout, ça va avec la culture, ça va avec la langue. Pourquoi j'ai pas le droit de parler ma langue? Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi on ne reconnaît pas ma langue? Pourquoi? C'est une richesse la culture. Pourquoi? C'est une injustice. Donc ce sentiment d'injustice, c'est ce qui... Et de liberté, je suis d'accord avec vous. Une nouvelle fois, je me souviens d'une conversation que j'avais avec lui dans un café, un café kabyle, où il m'expliquait effectivement que l'élément le plus important pour lui, dans toute la vie, c'était ça, c'était la liberté. C'est aussi simple que ça. Il m'a dit, tant que la liberté ne devient pas de la démence, il soutient toutes les formes de liberté. Ouais. Et je crois que c'est le portrait le plus juste que l'on puisse faire de Lounès, c'est de dire que c'était un homme qui cherchait à être libre. Voilà. Alors avec tous les pesanteurs culturels, tout ça, on fait comme on peut. Hein. Vous aussi, vous faites comme vous pouvez pour être libre. Moi, je fais exactement pareil. Mais c'est un sentiment profond. Et ce sentiment de blessure face à l'injustice, c'est quelque chose de profond aussi. Ça développe une rage, une colère à l'injustice. Mais finalement, avec le recul, il faut arriver à la maîtriser. Parce que finalement, quand on se met vraiment en colère et qu'on dépasse un certain niveau, finalement, on va à l'encontre de son combat, quand on va au-delà de certains... Voilà. 94 en septembre, Lounès est enlevé une nouvelle fois, donc là il fait la une, réellement la une de tous les journaux français, la presse et les journaux télévisés. Une nouvelle fois, c'est-à-dire
comment percevez-vous cet événement qui va tenir évidemment en haleine, en suspense, la Kabylie pendant 15 jours et 15 nuits jusqu'à sa libération? Est-ce que vous vivez un peu comme nous tous ces moments d'angoisse par rapport à ce qui guette à tout instant Lounès? C'est des moments très difficiles parce que, en fait, avant son enlèvement, notre père était atteint d'un cancer. Et donc, il était hospitalisé à Alger. Et c'est quand même mon frère qui avait la responsabilité de suivre un peu tout ce qui se passait. Et donc j'ai été informé de ce cancer. C'est quand vous apprenez que votre père a un cancer, c'est assez douloureux. Et donc j'étais informé de l'évolution, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'il allait rester en Algérie pour se soigner? Est-ce qu'il fallait le faire venir en France pour le soigner? Et donc c'est dans cette période-là que Lounès s'est fait enlever. C'est-à-dire qu'en peu de temps, j'apprends que notre père est atteint d'un cancer, et quand vous apprenez que c'est un cancer des poumons et qu'on sait qu'il avait arrêté de fumer depuis très très longtemps, puisque c'est un très grand fumeur, et qu'il a un cancer des poumons, c'est pas une bonne nouvelle. Et que déjà il est hospitalisé en Algérie, donc le frère va suivre ça de près et me tient informé de ce qui se passe. Et en même temps, j'apprends qu'il est enlevé et que donc le père à l'hôpital en train de mourir et le frère enlevé dans des circonstances que vous connaissez. Donc un sentiment de désarroi, d'impuissance. Mais c'est pas possible, c'est infernal, quoi. C'est-à-dire que pour tout ça en même temps, quoi. Et d'autant plus que dans le contexte des enlèvements de l'époque, où en général c'était difficile de se sortir de ce type d'enlèvement. Donc voilà comment je l'apprends. Alors moi j'étais en liaison avec Malika au téléphone. Et c'est elle qui m'a dit d'aller voir une association culturelle ici à Paris pour avoir des nouvelles de ce qui se passait. C'est comme ça que je suis entré en contact avec une association culturelle berbère ici à Paris, qui a été tout à fait surprise de me voir arriver un matin dans ses bureaux pour prendre des nouvelles. Ils ont cru à un moment que j'étais quelqu'un d'un peu dérangé, puisque Francis, qui vient demander des nouvelles pour son frère Lounès, c'était pas trop en adéquation, mais ils se sont renseignés. Donc après, c'est par cette association que j'ai eu des informations sur les suites de l'enlèvement de Lounès, quoi. Alors il y a une suite liée à cette affaire, c'est le conflit. Donc c'est là où vous avez pris en charge une affaire pour le coup public. Hein, j'ai eu une affaire aussi pour son livre, parce que Lounès a sorti un livre Rebelle, donc chez Stock, après son enlèvement, oui, où il se plaignait du comportement de son éditeur de l'époque, de son producteur, qui avait tenté d'interdire son livre en référé à Paris. Et donc on avait eu une procédure pour... Pardonnez-moi, l'éditeur ou le producteur de Lounès. D'accord. Pas l'éditeur du livre, le producteur de disques. Voilà, le livre est sorti chez Stock. J'imagine que Stock, ce qui les intéressait évidemment, c'était d'écouler le maximum de livres. Et un procès a été fait par son producteur pour tenter d'interdire le livre. Donc j'étais intervenu sur ce procès et le producteur avait perdu son procès. D'accord. Donc ça, c'était au moment où Lounès avait été libéré. Hein. Donc il y a eu toute la phase de libération où il est revenu à Paris, il a ramené le père aussi, il a ramené notre père. On a pu le faire soigner ici en France. Malika précise dans son livre que pendant plusieurs semaines,
les gens ont cherché à l'hôpital là-bas en Algérie à cacher à votre père que Lounès était enlevé parce qu'il était dans une situation tellement délicate qu'il valait mieux ne pas on lui a caché la faire prendre des risques avec une nouvelle aussi dramatique que celle qui pouvait survenir à n'importe quel moment. On lui a caché effectivement la vérité. Je pense qu'il s'est douté de quelque chose parce que comme Lounès venait de voir souvent, et qu'il venait pendant pas, 15 jours, effectivement, ça devait et il s'est inquiété quand même, mais effectivement, c'est Lounès qui a, une fois qu'il a été libéré, qui a ramené le père en France pour qu'il suive des soins ici. Et donc, ensuite, il y a eu le procès sur le livre. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas cette affaire de procès liée au livre Rebelle. Je ne la connaissais pas du tout. Non, mais le producteur, c'est un producteur qui avait un projet... En France, un producteur en France, il en parle dans son livre de ce producteur. Ah, non, mais ça y est, je vois qui c'est. Mais ah oui, donc c'est lié en fait au contenu du livre. Exactement. Oui, non, mais ça y est, je vois de quelle affaire il s'agit. D'accord, très bien. Donc, il avait tenté, ce producteur, En fait, c'est un ancien producteur, un ancien producteur des années 80. Effectivement, des années 80. Des années 80, avec qui Lounès a eu un conflit très grave. Nous en parlerons dans une autre émission, en fait, qui a conduit, parce qu'il y a eu un acte de violence de Lounès sur ce producteur. Lounès s'est retrouvé en prison en 86, sauf erreur de ma part, pendant 1 mois, parce qu'il a porté un coup de couteau au producteur. Et malheureusement, effectivement, ce conflit ne s'est jamais éteint entre les deux. Il avait essayé d'interdire le livre, il a fait un procès qu'il a perdu, donc ce producteur. D'accord. Bah, très bien. Donc oui, je vois parfaitement donc, de quelle affaire il s'agit à présent. En fait, c'est une affaire de 84-85 qui ressurgit en 1995, je crois. C'est ça, quand il a sorti son quand le livre est sorti une dizaine d'années après. Et une deuxième affaire survient qui est liée à l'enlèvement. Donc, dans Le Monde, j'ai retrouvé l'article, dans Le Monde du 6 juin 1996, il est indiqué ceci, je lis simplement un extrait, sa séquestration, donc il s'agit de celle de Lounès, sa séquestration que l'otage a depuis raconté dans un ouvrage intitulé Rebelle, dont nous venons de parler, avait soulevé une émotion considérable en Kabylie, etc. La branche dure du mouvement berbère menaçait donc d'une guerre totale. Ça aussi, c'est une affaire dont il faudrait reparler à un autre moment. Parce que comment peut-on menacer de porter une guerre totale contre des gens qui détiennent quelqu'un, à plus forte raison quelqu'un comme Lounès? Pour Farhat Mehni, l'enlèvement, donc, qui à l'époque était anciennement RCD, venait de quitter le RCD, anciennement MCB, Farhat Mehni, l'enlèvement de Lounès, Matoub aurait été, en fait, là je cite, monté de toutes pièces par les propres amis politiques du chanteur dans le cadre d'une stratégie de déstabilisation de la Kabylie au profit d'un clan du pouvoir. M. Mehni assure détenir des preuves formelles étayées de faits précis propres à confirmer sa version de l'événement. Alors, je précise, avant que nous poursuivions donc, sur cette affaire, parce que votre point de vue nous intéresse d'autant plus que vous avez pris en charge cette affaire, Farhat Mehni étant l'objet d'attaques très importantes de la presse algérienne suite à la création du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, il est évident que nous ne voulons pas évidemment participer à une attaque contre Farhat, pour qui à titre personnel j'ai beaucoup de respect, parce qu'il a un parcours qui aussi a fait de lui un symbole de la Kabylie. Néanmoins, malheureusement, cette affaire étant ce qu'elle est, Farhat a aussi joué un rôle assez important à l'époque de déstabilisation de Lounès, parce qu'il y a eu, pour résumer, avant que vous poursuiviez, je résume, il y a eu donc des rumeurs selon lesquelles Lounès n'avait pas été réellement enlevé par des islamistes. Il y a eu une déclaration de Jamal Zennati, qui à l'époque était un responsable du FFS, qui quelques jours avant sa déclaration avait passé un court séjour chez Lounès ici à Paris dans le 13e, si je me souviens bien, il habitait à l'époque à Place Blanche. Ensuite, Farhat, plus le grand chanteur aussi Ait Menglet, qui a mis en cause l'enlèvement. Donc il y avait en fait une convergence d'opinions, de personnalités publiques, dont certains étaient des amis très importants de Lounès, comme Jamal Zennati, qui mettaient en cause l'authenticité de l'enlèvement et qui, pour certains, mettaient en cause la sincérité de Lounès dans l'enlèvement. Voici pour le contexte. Alors, pour moi, au niveau de la procédure, Lounès est venu me voir effectivement à l'époque des faits et de cet article. Il avait été très affecté par cet article.
qui laissait sous-entendre de manière claire qu'il avait participé à son enlèvement avec ses amis et qu'il avait monté de toutes pièces pour essayer de déstabiliser la Kabylie. Et ça l'avait très affecté parce qu'il suffit d'avoir été témoin de son retour, des difficultés de son retour, des traumatismes qu'il a subis lors de son enlèvement et l'état dans lequel il était. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré très peu de temps après. Je ne le connaissais pas, voilà, donc, je l'ai vu une fois comme cela, voilà, mais je ne l'ai pas vu, je ne le fréquentais pas à cette époque à titre personnel. Rencontré, il était dans un état de traumatisme avancé. Il était même à la limite de délirer sur certains points au niveau de certaines thèses des gens qui l'avaient kidnappé. Ça a été très très dur psychologiquement. Il avait la phobie de sortir il avait été très affecté. Je veux que vous pardonnez-moi, je veux que vous me confirmiez cela. C'est-à-dire qu'il avait des signes physiques visibles de perturbation. Ah ben c'est physique et psychologique, c'est-à-dire on ne reconnaissait pas quoi. C'est très important. Quand il est sorti effectivement de cet enlèvement, c'était très dur pour lui quoi. Il a fallu du temps pour qu'il se remette. Hein. Donc là, si vous voulez, les propos tenus étaient inacceptables parce que c'était mettre en doute sa sincérité, la façon dont il a décrit les conditions de son enlèvement, la façon dont il a été enlevé, les peurs qu'il a subies, il croyait mourir au moment de cet enlèvement. C'est finalement essayer de le rabaisser et d'attaquer sa personne. Pardonnez-moi Francis, mais dans le texte que j'ai lu, il me semble que les propos rapportés de Farhat Mahni s'attaquent davantage aux amis politiques de Lounès qu'à Lounès lui-même. Oui, mais vous savez... Mais je sais qu'il y avait déjà entre les deux, il y avait des éléments qui faisaient penser... Mais moi, je parle de la lettre du texte. Oui, hein. Tout à fait. Mais vous pensez bien que c'est sur ce terrain que le confrère qui a défendu Farhat Mahni a agi. Dire, mais non, mais vous savez, la diffamation, elle est à la fois... Et sur les éléments que vous copiez et les insinuations que vous subordonnez. D'accord. D'accord. Donc, à partir du moment où vous dites que ce sont vos amis qui ont organisé votre enlèvement... Si ce sont mes amis, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire sans ma complicité. Bien sûr. Et aussi l'ambiance nauséabonde qui existait entre les relations de ces deux chanteurs à l'époque. Alors je ne dis pas maintenant, parce que moi je suis d'accord avec vous sur un point de vue. Parce que ça, je voudrais commencer par ça, si c'est possible. Allez-y, Francis. C'est de dire que moi, je souhaite à M. Farhat Mahni de faire ce qui est le mieux pour l'Algérie. Que tout se passe bien et que pour une fois, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai eu au téléphone, on passe d'un message conflictuel et toujours dans le combat et l'anéantissement des autres, dans quelque chose de positif et d'amour de son prochain. C'est-à-dire que, effectivement, il faut construire les choses de manière positive. Et si M. Farhat Mahni fait un jour des choses positives et fait des choses dans le bon sens, eh bien, qu'il aille très loin. Oui, et ça, c'est pour dire que je n'ai pas, si vous voulez, d'antinomie contre lui. Bien sûr. Hein? Oui. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est dégager des insinuations dans la presse qui a conduit à une décision de condamnation de diffamation, à la fois du Monde et de M. Mahni. C'est ça, parce que Lounès a attaqué et les propos et le journal qui rapporte les propos. Voilà, et il y a eu donc un jugement de condamnation confirmé en appel. Hein, donc la diffamation, elle a été jugée, c'est jugé, il y a eu une diffamation. Mais plus loin que la diffamation, c'est les propos qui ont été tenus en audience. Alors j'ai assisté à l'audience. Le système de défense. C'est-à-dire que le système de défense a été basé sur le dénigrement de Lounès, sur le fait qu'on ne l'a pas respecté, qu'on a dit qu'il était moins que rien. Alors moi je me souviens... Et
et à partir de là, si vous voulez, on est loin de dire « Ah non, mais excusez-moi, parce que j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse. Mes propos ont été mal compris. Je ne veux pas blesser un individu. D'accord? Son honneur. Mais quand le système de défense a été basé sur des attaques de la personne et en disant qu'il était quelqu'un de pas terrible, pas très intelligent. Moi, je me souviens des propos, si vous me permettez, je peux les dire, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque j'ai assisté à c'est d'ailleurs à cette occasion que je vous ai rencontré pour la première fois. J'ai assisté donc à ce procès, et les propos de l'avocat étaient les suivants. Lounès était qualifié d'arbre, fruste et rabougri. Plusieurs fois, il a été, pour décrire sa personnalité, donc il a été dit de lui qu'il faisait des chansonnettes à danser, qu'il n'était connu de personne, respecté de personne. Donc, je cite pratiquement mot à mot ce qui a été dit par l'avocat de Farhat. Et lorsque Lounès et moi, lorsque nous sommes à la fin du procès, donc c'est moi qui suis rentré avec Lounès qui devait repartir le surlendemain pour la Kabylie. Et il n'arrêtait pas, il était frappé par cette image d'arbre fruste et rabougri. Il n'arrêtait pas, il ne cessait pas de la répéter. C'est quelque chose qui, pendant des heures, il répétait cette expression. Donc c'est dire à quel point il s'était senti humilié par ces insultes. Voilà, c'était simplement pour citer ces éléments que j'ai gardés en mémoire parce que nous les avons répétés, parce que Lounès les a répétés plusieurs fois. Non mais, moi j'ai ressenti dans ces audiences une forme de haine de M. Mény à l'égard de Lounès. Ça transpirait, c'était présent. Dans le prétoire, ça se ressentait. Ouais. Donc, par rapport au fait qu'il ait pu avoir cette attitude à l'égard de Lounès ça a blessé. Et c'est pour ça qu'il a fait un procès, qu'il n'a pas voulu laisser courir comme tant de fois il a pu laisser courir. Hein. Donc, aujourd'hui, on me rapporte, parce que moi je suis moins en connaissance des choses de l'Algérie que vous. Mais on me dit qu'il se présenterait comme un ami qui est de Lounès, comme quelqu'un qui aurait eu une attitude correcte à son égard. Il y a eu des périodes dans leur vie, dans leur parcours respectif. Ils ont été amis. Lounès, par deux fois, a chanté de manière très élogieuse Farhat. En 79 une première fois, en 85, 86 une deuxième fois. Ils ont failli enregistrer un titre ensemble en 1992, dans Communion avec la patrie, ça ne s'est pas fait. Et ensuite, après l'enlèvement, les relations se sont véritablement détériorées entre Farhat et Lounès. J'espère que nous aurons un entretien avec Farhat aussi pour qu'il revienne sur tous ces éléments-là. Donc moi, en fait, sur M. Mény, la seule chose qui sera important pour les gens, les proches de Lounès, c'est qu'ils disent que bon, il a eu des propos et il a tenu des choses qu'il n'aurait pas dû. Voilà. Et puis, de toute manière, dans la vie, tout le monde fait des erreurs ou peut avoir un comportement blessant à l'égard de quelqu'un. Donc, voilà. Après, ça c'est important. Après, dire que Lounès et lui étaient proches et que... Alors, certainement, sur l'amour de la langue, de la culture, ils partagent cette chose-là. Et d'ailleurs, tant mieux, hein, tant mieux pour les gens qui défendent cette culture. Mais en tous les cas, dans sa relation avec Lounès, il a montré dans les derniers jours de Lounès et depuis ces propos-là qu'il n'avait pas d'affection pour lui. Donc voilà. Donc moi, comme je vous disais, je place les relations humaines plus sur le terrain de l'affection et de l'amour qu'on peut donner. Hein, et de la gentillesse qu'on dégage. Et ben de ce côté-là, à l'égard de Lounès, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur. Mais Lounès, ça m'intéresse aussi, c'est vraiment quelque chose, ces accusations ont vraiment atteint
Bah, écoutez, J'entends, moi je me souviens, il était véritablement déstabilisé. bah, c'était atteint, c'est normal quand on dit que vous montez de toutes pièces des choses et que c'est du n'importe quoi et que ce que vous avez vous-même relaté et les conditions dans lesquelles vous avez été détenu, c'est du cinéma. C'est insupportable d'entendre des choses pareilles. Encore même maintenant, je veux dire. Après, voilà, c'est les propos qui sont importants. À ce moment-là, moi, à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, je serais allé voir Lounès, je lui aurais dit, voilà, écoute, Lounès, s'ils étaient amis, prêts à s'enregistrer un message, une chanson entre eux, pourquoi tu vas pas d'abord voir Lounès? Pour l'informer qu'il a des doutes sur les Écoute, auteurs Lounès, d'enlèvement. moi pourquoi dire des choses sans preuve? Pourquoi faire? Parce que l'article, il dit des preuves de rien du tout. Donc tu mets en cause Lounès, tu mets en cause tout ce qu'il raconte, tu dis que tu as des preuves, tu n'en as pas. Le doute est important. Pour l'assassinat de Lounès, il y a bien des doutes. Voilà, il y a des doutes. On laissera l'histoire faire ce qu'elle doit faire. Hein. Mais en tous les cas, moi, ma conviction personnelle, c'est que il faut pas rendre public des déclarations qui portent atteinte à l'honneur de quelqu'un, comme ça, sans pour autant disposer des choses. Ce qui n'empêche pas de lutter pour la vérité, c'est important. Mais sur Lounès, là, M. Mény, si c'était un ami de Lounès comme il l'indiquait, il aurait dû aller le voir. Et si c'était un ami de Lounès, il n'aurait pas fait ces propos-là. Il n'aurait pas tenu ces... Vous voyez dire ça d'un ami, vous? Vous auriez dit ça, vous, de votre ami? Vous ne l'auriez pas fait. Non, jamais. Jamais. Jamais, c'est clair et net. Donc voilà. Maintenant, je vais vous dire, il a tenu ses propos, pour quelles raisons il les a tenus? Qu'est-ce qui l'a motivé de les tenir? C'est lui qui peut dire ça. Et ce qui est important, c'est qu'ils rétablissent les choses, qui disent tout simplement, écoutez, j'ai tenu des propos, j'ai fait tenir des propos à l'égard de Lounès, c'était déplacé, c'est une forme d'irrespect à son égard que j'ai eue, je le reconnais, mais moi j'ai des projets, je développe d'autres choses, des choses que j'espère pour lui qui seront positives dans le bon sens. Dans le bon sens, je lui souhaite de faire ça dans le bon sens. Et moi, s'il fait des choses dans le bon sens, je lui souhaite de réussir. Et puis, il n'y a pas à faire un procès à M. Mény non plus. Je veux dire, il y a juste à ne pas dire des choses contraires à ce qui s'est passé dans ces moments-là. Ce qui n'empêche pas de dire de nouvelles choses, si on veut le dire, mais en partant de réalités qui se sont tenues et de s'excuser tout simplement, de dire oui, j'aurais pas dû dire ça, quoi, j'aurais pas dû l'attaquer comme je l'ai fait. Voilà. Donc pour moi, pour tous les gens qui ont assisté au procès et qui ont entendu ce qui s'est dit, on peut difficilement soutenir que c'est même un ami qui aurait fait une erreur. Parce que les propos étaient tellement agressifs, tellement durs, que ce n'est pas un ami qui a fait des erreurs. Donc à l'époque, en tous les cas. Maintenant qu'ils disent qu'ils regrettent, ça serait bien. Voilà. Je pense que Lounès aurait apprécié une déclaration publique disant qu'il regrettait les propos qu'il a tenus à son égard. Je constate à notre échange que vous avez en réalité participé plus d'une fois à la vie de Lounès et même à des conflits qui dépassaient le cadre familial ou intime, puisque nous avons parlé du conflit qu'il a opposé au producteur de disco laser, à Farhat Mehni, le lien que vous avez eu lorsque le drame familial de cancer de votre père est survenu. En réalité, vous n'avez pas été séparés, vous n'avez pas vraiment été séparés avec Lounès. Au contraire, vous êtes liés à la fois intimement et historiquement, je dirais tout de même. Je pense que vous le veuillez ou non, vous avez participé un peu à l'histoire récente de la Kabylie. Non, mais par la fonction que vous avez occupée auprès de Lounès en tant qu'avocat.
Non plus, non plus, non. Je pense sincèrement, il faut replacer les choses à leur juste position. Sur mon intervention en tant qu'avocat, j'avais une pression supplémentaire, c'est que je défendais mon frère. Et les enjeux étaient très importants. Et Je que- parle du second procès, évidemment, et que celui le- qui l'a opposé à Farhad. Voilà, Oui. et que pour lui, pour son honneur, c'était des procédures très importantes. Donc quand vous êtes jeune avocat, c'est une grosse responsabilité de faire ça pour votre frère. Hein. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir été à la hauteur de ce qu'il pouvait attendre, surtout que certaines personnes lui disaient de ne pas avoir recours à moi. Parce qu'il fallait prendre un avocat expérimenté ou quelqu'un d'autre pour le défendre. Bien sûr, et les enjeux étaient vraiment très très importants. Pour lui, les enjeux étaient très importants. Et en ce qui concerne notre relation, en fait, c'est parce qu'on a le même vécu quelque part. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relation sans voir les gens. Et c'est un peu la relation qu'on a eue avec notre père tous les deux. On ne l'a pas beaucoup vu, mais on a une relation avec notre père. Notre père, c'est notre père. Donc on est proche de notre père, même si on ne l'a pas beaucoup vu. Et avec Lounès, même si on ne s'est pas beaucoup vu, c'est pareil pour Malika. Je pense que ma sœur Joël le ressent de la même manière. On est frères et sœurs, on est proches. On est proches. Et on est proches, moi je le dis souvent à mes sœurs, je dis on est proches parce que finalement, quelque part, on a vécu un peu la même chose à des époques différentes. Et donc ça aussi, ça rapproche. Et donc même si on ne se voyait pas beaucoup, je pense qu'on était relativement proches dans l'esprit. Qui cherchait le plus à se rapprocher de l'autre, Lounès de vous ou vous de lui? Alors, dans l'histoire, je pense que sur les dernières parties, ça a plutôt été Lounès. Oui, parce qu'on a l'impression que, en faisant participer à sa vie publique... Oui, parce que j'ai fait des choses aussi pour sa vie personnelle en tant qu'avocat. Je suis intervenu dans sa vie personnelle aussi en tant qu'avocat. Donc il m'impliquait beaucoup plus. Et déjà, il m'invitait à ses concerts, il voulait que je vienne. Vous voyez, donc il tenait à ce que je sois là au moment de ses concerts qu'il faisait sur Paris. Il tenait que je sois là sur des événements. Voilà. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien raconter, je vais me faire plaisir, je vais raconter. C'est en 80, après son enlèvement, il a reçu le prix de la mémoire. Le 4 décembre, voilà. Le 4 ou le 6 décembre, Daniel Mitterrand à la Sorbonne. C'est rigolo parce que... J'y étais. Vous y étiez? J'y étais. Voilà. Et ben, cette salle de la Sorbonne où il a reçu le prix de la mémoire en présence du Dalai Lama. Oui, je me souviens. Ils étaient tous les deux en train de plaisanter. Je me suis toujours demandé ce qu'ils se racontaient parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Ils n'arrêtaient pas de rire tous les deux. Et c'est dans cette salle, il m'avait demandé de venir donc, pour voir ça. Et c'est dans cette salle qu'on m'a remis mon DEA, dans la même salle. J'ai eu une remise de diplôme universitaire dans cette même salle. Donc c'est rigolo finalement. Je reçois mon diplôme et quelques années plus tard, lui reçoit dans la même salle le prix de la mémoire, qui a un prix important parce que quelque part il représentait les minorités oppressées, le Dalai Lama. C'est-à-dire que ce sentiment d'injustice et d'oppression des minorités qui est fort. Donc moi, si je pouvais juste dire un truc, ça serait bien que c'est utopique, hein, mais que l'Algérie, elle passe, et même les Berbères entre eux, d'un mode, on s'attaque, on se fait des sales coups, on est tout le temps en conflit, ça n'en termine pas. À un autre mode d'acceptation de l'autre, d'apprécier la différence, de s'enrichir de la culture de l'autre, de faire des vraies ouvertures. Par exemple, vis-à-vis des Kabyles, pourquoi pas reconnaître cette langue, dire voilà, c'est une belle langue, elle est patrimoine de l'Algérie, c'est un patrimoine de l'Algérie, on va la reconnaître, on va autoriser cette langue, au contraire, on va favoriser son enseignement, son étude, voilà.
Est-ce que Lounès vous parlait de son combat? Est-ce qu'il cherchait à vous sensibiliser à ce combat? Et il était épisodique comme mon père en fait, hein. Bon, je ressentais bien ça, ce message viscéral du fait que cette culture et cette langue devaient exister et que le combat c'était de faire en sorte qu'elle continue à exister malgré les gens qui veulent l'éradiquer. Donc c'est pour ça que je pense que ça serait important de pouvoir passer à autre chose que ça. Parce que tant que l'Algérie se bat, quand vous êtes dans le combat, vous êtes dans le négatif. On construit pas que sur du combat. Il faut des choses positives pour avancer. Il faut des messages positifs. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'il faudrait espérer de grands hommes comme certains pays ont eu, des gens avec une vraie aspiration et l'amour de tout le monde, pour arriver à dépasser ça. Le 25 juin 1998, Lounès est assassiné vers 13h30 à peu près. Comment vous avez appris la nouvelle? Eh ben, c'est dans ma voiture. Hein. Par la radio donc? C'était France Info. France Info, je roulais comme ça dans ma voiture. Et j'ai appris comme ça. Puis c'était une horreur. C'est passé en boucle. Oui, je me souviens. C'est passé. C'était une période difficile parce que notre père est décédé en 96. Donc la perte du père, la perte du frère, ça s'est enchaîné. Et puis après, on a perdu notre mère derrière. Des périodes difficiles. Très difficiles. 16 ans après, la mort de Lounès, donc à la fois, je dirais, en termes publics et en termes privés, quelle image gardez-vous de Lounès et quelle image pouvez-vous transmettre, par exemple, à vos enfants au sujet de Lounès? Au sujet à la fois de votre frère et de ce héros. Ouais. Moi, par rapport à Lounès, je pense que c'était quelqu'un de foncièrement gentil, une grande gentillesse, une grande générosité. Voilà. C'était quelqu'un, il suffit de l'avoir croisé. Il était simple, mais dans le bon sens du terme. C'était quelqu'un qui vous recevait chez vous, qui allait chez vous, qui recevait chez lui, il vous recevait, il discutait, il était joyeux, il riait, et en même temps, ça c'est le personnage réel de Lounès, et en même temps quand il passait dans son combat, c'était à la vie, à la mort face à son combat. Et moi je me souviens très bien, parce que j'étais avec lui quand il a sorti son dernier album, là, avant de repartir en Algérie. Lettre ouverte, donc au mois de juin, en juin 98. On était ensemble à Paris pour une affaire. Et il me dit, ah Francis, là, tu vas voir cet album, c'est une bombe. C'est une bombe. Voilà. Moi, je l'ai vu le 10 ou le 11 juin. Je l'ai vu donc mardi ou mercredi. Je crois qu'il partait vendredi en Algérie. Il m'a dit, cette fois, ils vont me mettre en prison ou ils vont me tuer. Ouais. Ouais. Nous étions à Montreuil. Nous venions du café de... Je ne sais pas si vous connaissez Al-Lawan, c'est musicien, celui qui a des cheveux blancs. Oui. Al-Lawan. Et nous remontions vers sa chambre d'hôtel pour écouter l'album et il m'a dit ces paroles. À partir du 5 juillet, je serai la seule opposition en Algérie. Non, et ensuite, il m'a dit, cette fois, ils me mettront en prison, ils vont me tuer. Voilà. Oui, il a pris beaucoup de risques. C'est ça. Il a pris beaucoup de risques. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'il était, par rapport à ces risques, c'est qu'il était viscéralement attaché à son village et donc ne pas être trop longtemps éloigné de son village, c'était compliqué. Vous voyez l'antinomie entre la liberté individuelle et cet amour qu'on peut avoir pour son village, pour les gens qui nous sont proches. Et finalement, quelque part, c'est ça qui le conduisait toujours à revenir.
Il revenait. C'était le sens des responsabilités aussi. Parce Oui. que je me souviens, donc, dans le contexte de l'affaire Farha Fait Mengla Jamal Zinati, l'une de ses hantises, c'était que les jeunes, Arresh, hein, comme il disait tout le temps, les jeunes qui l'admirent pensent qu'il a pu fuir ses responsabilités en Kabylie. Mm. C'est pour ça qu'il revenait aussi. Mm. Et qu'il prenait le risque d'être assassiné. Ah, pas seulement, pas seulement. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une interview qu'il avait donnée. Il a dit « Je suis un homme des montagnes ». Oui, oui, non, bien sûr. Et je pense que il revenait à la fois pour montrer, comme vous dites, qu'il assumait. C'était très très important. Oui, bien sûr, selon l'attachement viscéral au paysage, aux montagnes de Kabylie. Ça, mais je vais simplement dire qu'il avait vraiment le sens de ses responsabilités par rapport à son peuple. Ben ça, vous êtes peut-être mieux placé que moi pour le dire, voyez-vous. Il y a certains aspects sur lesquels je suis ignorant, par rapport à ça. Francis, nous arrivons au terme de l'émission. Est-ce que je peux aussi vous appeler Francis Matoub, à la place de Francis Martin, ou Francis Matoub Martin? Vous savez, le nom a son importance, mais en ce qui me concerne, Martin, je dis toujours, est mon nom de scène. Vous savez, il y a plein d'artistes qui en fait ont un nom qui n'est pas le leur. Et vous savez, ma mère me disait, je disais, mais Francis Martin, c'est énorme ça, c'est Francis Martin. Francis comme France, Martin, on ne peut pas plus français que Martin. Et en plus, dans notre histoire familiale, le nom de Martin est un peu compliqué. C'est vrai qu'elle m'a dit, face à la société française du moment de la guerre d'Algérie, elle m'a dit, au moins on ne pourra pas t'attaquer, toi. Tu vois? Parce qu'il faut reconnaître que pour les jeunes issus de l'immigration en France, même s'il y a des gens éclairés, et heureusement, quand vous avez un nom ou un prénom qui a une consonance maghrébine ou autre, la société française n'est pas une société qui est encore totalement, même s'il y a beaucoup de gens qui ont réussi, il y a quand même plein de gens qui ont réussi, mais ma mère avait cette inquiétude qu'on ne vienne pas m'inquiéter, parce que à l'époque de la guerre d'Algérie, les gens étaient aussi inquiétés, hein, il ne faut pas l'oublier ça. Et donc, moi, Matoub, j'ai toujours dit que mon père c'était Matoub. Il faut savoir que il était à mon mariage, c'était assez drôle parce que finalement. Votre père ou mon père, votre père, oui. Mon père était à mon mariage assis à côté de moi. Et en fait, sur mon état civil, moi je suis né de père inconnu. Donc, et j'ai dit, et quand vous vous mariez, on lit l'état civil. Et l'officier d'état civil qui célébrait le mariage à l'époque avait lu tout mon état civil et né de père inconnu. J'ai mis un coup de coude à mon père, j'ai dit papa, on parle de toi. Donc, vous voyez, mais plein de fois il m'a dit Francis, je vais te reconnaître, tu vas porter le nom de Matoub. Alors plein de fois. Et alors à ce moment-là, je lui disais papa, écoute, c'est super, mais il fallait le faire au début. Quand tu as eu une identité toute ta vie, tu ne changes pas de nom en cours de route. Donc, quelque part, Martin, de toute manière maintenant c'est comme ça que s'appellent mes enfants, hein. Voilà, c'est un nom d'artiste. C'est important, c'est de connaître ses origines, d'où on vient, de qui on vient, plus que le nom. Et puis Matoub, maintenant, la marque est déposée. Hein. Je veux dire, il n'y a plus... Hein, vous êtes d'accord avec moi? La marque, elle est déposée. Je pense que Lounès l'incarne à la perfection. Et je pense qu'il incarnera encore très très longtemps. Vous comprenez bien que ma question, lorsque je l'ai posée, je voulais savoir si on pouvait légitimement vous intégrer dans cette lignée Matoub ou pas. C'est pour cela que je vous demandais, indépendamment évidemment de l'état civil, indépendamment de l'état civil. C'est forcé. Vous savez, moi j'ai des traits de caractère qui me viennent beaucoup de mon père. C'est-à-dire que même physiquement,
j'ai beaucoup de ressemblances avec mon père. Donc il suffit que vous discutiez avec des gens qui ont connu mon père. Je suis allé au village, c'était en 2008. Les gens pleuraient quand ils me voyaient traverser le village. Parce qu'ils trouvaient que je ressemblais beaucoup à mon père, quoi. Et donc un peu aussi à Lounès, quoi. Donc, et donc, bien évidemment, j'ai des traits de caractère de mon père, et je lui dois, par son parcours en tant que père, d'avoir forgé mon caractère aussi, d'une certaine manière. Voilà. Votre dernier mot autour de Lounès. Lounès n'appartient pas à sa famille. Il n'appartient plus à sa famille. Et il a été mon frère, il reste mon frère. Ça, c'est nos relations familiales. Moi, personnellement, je n'ai pas de légitimité. Comme je vous l'ai dit, vous étiez plus légitime que moi sur ce qui incarne son combat par rapport aux valeurs qu'il défendait, la culture, la langue et l'amour qu'il avait pour tout ça. Hein. Et je crois qu'il est maintenant quelqu'un qui restera gravé dans l'image collective. Et je lui souhaite juste à cette image collective, déjà on parlait de résultats, il a une réussite extraordinaire, mon frère, d'avoir cette popularité et de rester dans le cœur des gens comme ça, et de créer de l'émotion chez les gens, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ça, voilà, il incarne des valeurs d'un pays, de tout un peuple. C'est à ces gens-là qu'il appartient. Moi, j'ai juste voulu témoigner, quand on s'est eu au téléphone, sur deux aspects. À l'aspect, je pense, qui est intéressant pour les gens qui aiment Lounès, de son vécu, qui ont contribué à sa personnalité et à ce qu'il a été, hein, ce qu'il est devenu. Et aussi sur les sujets de procédure que j'ai eu à connaître, et encore une fois, sans volonté de faire de la peine à qui que ce soit, même M. Mény, je lui souhaite le meilleur possible pour lui. Et si ce meilleur possible peut être le meilleur possible pour l'Algérie et les Kabyles, encore mieux. Merci beaucoup, merci mille fois Francis Martin Matou pour nous avoir permis de réaliser pour la première fois un entretien avec vous. Merci. وركفكر يلي نغمي هاكي لي نسيتي ساني هخانيك ذي الخلاوي مجيد الغرضي وثيقين وقغثن تبغنتين هذا باني الجانيين عقلين ذكوري
وليذا مني قلت ما يفاق ربي وليذا نحكي سلحي في ذن المدد لي الجراس حسبيرني يقضى عيد الهلاك شنير وفرح ورزهير وحذر الشان ذا امير وحذر هروح وين حمل ولا ذي المنام من دثويه النذينا الحزن بوخام سيد سياي وذي يفاو يفتستاك وين السلام سزور يسبر برد طلعام يبرد الغمام كيم مذير الصبوح بالبارو وين حمل الغروب روح وين حمل وين حمل الغروب الحيفة في الحيف يلفلوف عرض والتماس ورد جراس وريف ثقبيثة غد ذهن لاياس سقمي غي سحب واسيف ورغي تشور غي ضليق في الريف نسكان سحي السيف ولا شتي غمر ثور غنشو حبل بارو وين حمل الغروب روح وين حمل الغروب ولا شوية يقفثين السنين دي غرم ويا يا رب حنين مكيكاس ثيقي ثعمذا ورنجهلو لنقارانين ورنتعوز ويا الدين انا رجال غاوين الظفر عزيز نفر روح بالمعروف